Fermez les yeux et contemplez vos propres mains. Faites glisser doucement vos doigts sur une surface lisse et lumineuse. Que ressentez-vous? Probablement une glissade parfaite, une fraîcheur froide et une absence totale de friction, une douceur presque irréelle. Cette surface est faite de verre trempé, un matériau qui incarne l'essence de notre époque. Pourtant, elle agit comme une barrière invisible qui vous sépare de la réalité brute, indomptée et vivante de la nature. Dans notre ère contemporaine, le sens du toucher, qui se forme déjà chez le fœtus et reste le dernier sens actif jusqu'à la fin de la vie, souffre d'une famine cruelle. Ce n'est pas une simple évolution des habitudes, mais une migration biologique profonde. Autrefois, les humains fabriquaient des objets avec leurs mains, sentaient l'humidité de la terre, la rugosité de l'écorce des arbres. Aujourd'hui, nous abandonnons cela au profit de mouvements monotones sur des surfaces insensibles. Imaginez le développement évolutif des mains. Il y a environ 70 millions d'années, les ancêtres des primates ont commencé à utiliser leurs mains pour saisir des objets, lancer des pierres ou manier des bâtons. Ces activités ont favorisé l'évolution de mouvements fins et précis. Chaque empreinte digitale, chaque pli de la peau est le résultat d'une sélection naturelle rigoureuse, optimisée pour l'adhérence et la perception. Lorsque nos ancêtres tenaient un silex, ils ne ressentaient pas seulement la prise, mais aussi le poids, la texture, la température et la netteté. Ces informations atteignaient le cortex somatosensoriel du cerveau, la région qui traite le toucher, et stimulaient son développement. À travers des interactions complexes avec le monde matériel, les retours sensoriels des mains ont contribué à modeler l'intelligence humaine. Nous avons acquis la sagesse par le travail, le contact et la sensation de résistance dans la matière. Des études anthropologiques démontrent que la dextérité des mains et l'augmentation du volume cérébral ont évolué de manière synchronisée, le volume du cerveau a triplé au cours des 300 derniers millions d'années. Cette connexion étroite souligne comment la motricité fine des mains est liée à la capacité cognitive. En un clin d'œil évolutif, nous nous sommes cependant jetés dans un monde plat. Comptez le nombre de fois où vous touchez des matériaux naturels dans une journée au bois rugueux, pierres, feuilles, fourrure animale. Comparez cela à la fréquence avec laquelle vous manipulez du plastique, du métal ou du verre. Cette disparité énorme révèle la pauvreté de notre environnement sensoriel moderne. Nous trompons notre cerveau avec des signaux visuels somptueux, tout en réprimant la voix la plus authentique de l'être, le toucher. Lorsqu'un doigt glisse sur un écran pour observer l'image d'un pull en laine, les yeux voient la laine, mais les doigts ne sentent que du verre. Cette discordance entre la vue et le toucher génère une imprécision cognitive et mène à un état que l'on pourrait qualifier d'illusion cognitive, où le cerveau perd progressivement la capacité de distinguer la réalité de la virtualité. Des recherches en neurosciences, comme une étude de l'université Yale en 2025, indiquent que plusieurs sens, y compris le toucher, stimulent une région cérébrale profonde critique qui régule la conscience. Une perturbation due à un manque de stimuli tactile pourrait altérer cette région. Le plan corporel dans le cerveau n'est pas fixe, mais s'adapte en fonction de l'utilisation. Dans le cortex somatosensoriel, les mains occupent un espace immense. Si les mains sont limitées à des mouvements répétés sur une surface unique, taper, glisser, faire défiler, les zones cérébrales correspondantes pourraient rétrécir ou devenir imprécises. Nous observons une dégénération de la sensibilité tactile. Des doigts qui distinguaient autrefois des variations minimales sur les surfaces deviennent maladroits dans des scénarios exigeant une motricité fine réelle. Nous devenons des géants de la vision et des nains du toucher, flottant dans un espace numérique lisse sans ancrage ni friction. Le concept de friction doit être compris ici au sens littéral et métaphorique. Dans le monde réel, la matière offre une résistance. En sculptant le bois, il résiste à la lame, en escaladant, la paroi rocheuse frotte contre la peau. Cette résistance confirme votre existence et forge la volonté et l'endurance. L'espace numérique est conçu pour éliminer toute friction, tout est fluide, immédiat, une expérience utilisateur sans interruption. Aucune force n'est requise, aucune résistance physique. Cela forme un cerveau vulnérable aux difficultés, habitué à la gratification instantanée et prompt à abandonner face à des problèmes impliquant une friction réelle. Nous ne mesurons plus l'effort en sueur et fatigue musculaire, mais en bande passante réseau. Des études récentes en neuroimagerie de 2024 et 2025, comme celle de l'université de la Ruhr à Bochum, confirment que l'utilisation des écrans tactiles augmente l'activité dans les régions cérébrales liées aux doigts. Mais une surutilisation à long terme provoque une réorganisation du cortex somatosensoriel, réduisant l'efficacité globale du traitement tactile et affectant l'intégration visio-motrice chez les enfants. De plus,
le manque tactile mène à des phénomènes psychologiques comme la faim de peau ou la soif tactile. En tant qu'êtres sociaux, pour les humains, la première langue de l'amour n'est pas la parole, mais le contact. Quand un nourrisson tombe, la main caressante de la mère console plus que n'importe quel mot. Quand des amoureux se tiennent la main, ce contact transmet des informations surpassant 1000 paroles. Le mécanisme biologique sous-jacent est l'oxytocine, un hormone qui favorise les liens et réduit le stress, activé fortement par le contact cutané direct. Dans un monde où les doigts errent sur des écrans, nous envoyons des émoticônes en forme de cœur ou des étreintes virtuelles, mais le corps reste froid et isolé. L'écran d'un smartphone ne se réchauffe jamais par le battement de cœur d'autrui, seulement par une surcharge de batterie. Des investigations psychologiques, incluant une méta-analyse de 2024 dans Nature Human Behavior et des études ultérieures en 2025 et 2026, montrent que la privation tactile déclenche un stress chronique, de l'anxiété et de la dépression. Car le corps libère plus de cortisol et manque de libération d'oxytocine et de dopamine. Un manque à long terme perturbe le sommeil, affaiblit le système immunitaire et intensifie les sentiments de solitude. Nous vivons dans un paradoxe amer, jamais les humains n'ont été aussi connectés, pourtant jamais aussi privés de contact réel. Tandis que les doigts dansent sur des claviers et se lient à des personnes à l'autre bout de la terre, le contact d'une épaule d'un inconnu dans un ascenseur nous fait sursauter. Nous craignons le contact physique inattendu, tout en livrant notre intimité à des millions d'algorithmes. L'hyperhygiénisation de la vie moderne, la peur des maladies et la commodité de la communication numérique relèguent le toucher dans un coin sombre de l'oubli. Nous devenons des êtres dans des cocons invisibles, où chaque collision est amortie par des couches d'écran sécurisées, mais ultimement solitaires. En examinant plus profondément ces pertes, le déclin du toucher érode l'empathie humaine. Il existe une connexion neurologique entre la sensation de douleur physique propre et l'empathie pour les souffrances mentales d'autrui. Si nous touchons moins, sentons moins les égratignures, le poids et la rugosité de la vie, nous devenons insensibles à la dureté du destin de nos semblables. Lissés par l'écran, les guerres, la pauvreté et les catastrophes glissent comme des pixels colorés sous le pouce, sans laisser de traces sur la peau ni dans le cœur. La licitude du toucher mène à la licitude de la conscience. La dominance visuelle de l'ère numérique nous transforme en observateurs passifs du monde matériel. Autrefois outils de création, les mains servent désormais principalement à la sélection. Nous ne pétrissons pas l'argile, mais choisissons des filtres pour l'argile. Nous ne jouons pas d'un instrument, mais sélectionnons des morceaux. Ce passage de la création à la consommation affaiblit la conscience d'être maître de la réalité. En plantant un arbre, la terre s'insinue entre les doigts, les racines adhèrent à la peau, l'odeur de sol humide imprègne une mémoire multisensorielle qui s'ancre profondément et génère le sentiment « j'ai créé cette vie ». Dans un jeu, l'index tape légèrement sur du verre, sans odeur, sans humidité, et le succès s'évapore comme des données électroniques. Des recherches en éducation, comme une étude de 2025 de l'Université de Floride et des travaux subséquents en 2026, prouvent que les enfants modernes, exposés à des jouets en plastique et des écrans tactiles, sont privés du développement de leur système sensoriel fin. Menant à des difficultés pour tenir un stylo, lasser des chaussures ou manipuler finement. Ils sont des citoyens numériques parfaits, mais des êtres biologiques défectueux. La dépendance à la haptique virtuelle, le retour haptique croît. La vibration légère à l'arrivée d'un message ou le retour de force d'une manette de jeu est une imitation misérable des richesses infinies du monde matériel. Nous acceptons des vibrations artificielles comme substitut au pouls de la vie. Pourtant, aucune vibration motorisée ne peut imiter les pétales veloutés d'une rose ou la main rugueuse et fiable d'un père âgé. Nous remplaçons un spectre galactique de sensations par une poignée d'étoiles artificielles. L'interruption du toucher est une interruption avec le corps propre. Les méditations antiques et pratiques spirituelles insistent sur la sensation du corps, le contact des plantes des pieds avec le sol, le frôlement de l'air sur la peau, car cela ancre l'esprit dans l'ici et maintenant. Si le toucher est surchargé et paralysé par des stimuli virtuels, nous perdons cet ancrage. Nous dérivons dans un flux infini de pensées, piégés dans les angoisses du futur ou les douleurs du passé, oubliant le corps physique du présent. Cette interruption est au cœur des troubles psychiques modernes, nous flottons comme des spectres dans des nuages de données, existants mais irréels. Le prix le plus élevé que nous payons dans un monde sans contact tangible est peut-être l'oubli de nos origines biologiques. Nous sommes des mammifères, instinctivement dépendants de la chaleur, de la friction et de l'étreinte du groupe. Nous aspirons à devenir de pures intelligences, des êtres d'information, en secouant le corps encombrant. Pourtant, tant que nous respirons et que notre cœur bat,
la soif de contact et d'être touché persiste, et aucun like ou partage ne comble le vide au cœur. C'est la solitude des doigts, perdus dans un désert de verre lisse, cherchant dans des illusions une oasis réelle. Quand la nuit tombe et que la lumière bleue de l'écran est la seule à illuminer votre visage, demandez-vous, quand avez-vous vraiment senti le monde pour la dernière fois? Sans barrière de verre, sans gants, avec la peau directement au contact de la vie? La réponse pourrait vous ébranler non par le froid de la nuit, mais par le froid de la vérité révélée. Nous sommes prisonniers de notre propre commodité, des détenus lisses, bannis de la matérialité de cette planète. Cette transformation est une dégénération qui commence au bout des doigts et s'infiltre dans les structures profondes du cerveau et de l'âme. Elle ne survient pas avec le fracas dramatique d'un impact d'astéroïde, mais silencieusement et progressivement, comme la mousse qui pousse sur un vieux mur de pierre. Chaque fois que nous retirons la main du monde réel pour la poser sur une surface lumineuse, nous ne changeons pas seulement notre comportement, mais réécrivons la carte de notre cerveau. En neuromédecine, il existe le concept de l'homunculus cortical, une représentation métaphorique de la façon dont le cerveau perçoit le corps. Dans cette carte, les mains et la bouche occupent des espaces immenses, car les nerfs sensoriels y sont les plus denses. Sur des millions d'années, les mains ont été les antennes principales par lesquelles l'humain communiquait avec l'univers matériel. Nous avons appris la rugosité de l'écorce, la froideur d'un ruisseau, le poids d'une pierre, la douceur de la peau d'un congénère. Chaque contact était une donnée brute, non filtrée, qui affluait directement dans le système nerveux central et construisait notre concept de la réalité. Pourtant, considérez maintenant l'utilisation de nos mains, des textures physiques infinies et rugueuses, piquantes, humides, inégales sont remplacées par une seule surface, le verre trempé. Lisse, plane, froid, insensible. Les 10 doigts glissent, tapent, cognent de manière répétée, et le cerveau reçoit le signal que le monde est devenu plat. Les régions cérébrales qui traitent les subtilités tactiles restent inutilisées et atrophient selon la loi biologique implacable, ce qui n'est pas utilisé dépérit. Nous rendons nos mains aveugles, transformant des outils d'exploration précis en bâtons grossiers qui réagissent à des boutons virtuels. Les conséquences dépassent la perte de finesse. Le toucher est le seul sens qui confirme l'existence matérielle. On peut halluciner des visions ou des sons, mais pas des touchés. Le toucher nous ancre au sol. S'il s'amenuise, le sentiment de vérité vacille. Cela explique pourquoi, dans l'ère numérique, tout est lisse, les nouvelles glissent, les émotions glissent, les relations coulent comme de l'eau entre les doigts, sans poids, sans trace. Dans un monde sans friction, nous vivons sans enracinement. Approfondissons les mécanismes biologiques de la solitude moderne. Notre peau n'est pas une simple enveloppe, mais un organe social vaste. Sous sa surface, des millions de récepteurs attendent des signaux spécifiques, le contact avec d'autres êtres vivants. Lors d'une étreinte ou d'une poignée de main, le corps libère une cascade de neurotransmetteurs apaisants. C'est le ciment des liens sociaux, l'antidouleur naturelle de l'âme. Pourtant, aucun écran haute résolution ne peut imiter la chaleur ou la pression physique. Nous nous confrontons à ce que les psychologues appellent la faim de peau, un manque sévère de nourriture émotionnelle. Des milliers d'amis sur les réseaux sociaux, des centaines de cœurs par jour, mais le corps biologique hurle de faim pour un contact réel. Le contraste entre une connexion virtuelle excessive et l'absence de contact réel génère une tension neuronale chronique, confuse le cerveau, le met en état d'alerte élevé et amplifie l'anxiété et l'agitation. Comme un nourrisson jeté dans un berceau froid rempli de jouets. De surcroît, la disparition des interactions physiques érode l'empathie humaine. La forme la plus primitive d'empathie est la résonance physique. Quand vous voyez la douleur d'autrui, vous posez une main sur l'épaule, et les vibrations du corps se transmettent, le souffle haletant, les muscles tendus, le tremblement de la peur. Ce sont des données réelles d'où le cerveau construit la compassion. À travers l'écran, la douleur d'autrui est lissée en une image bidimensionnelle de pixels lumineux. Nous devenons des spectateurs insensibles aux tragédies de nos pairs. Non par malice, mais parce que les mécanismes de la compassion, activés par le toucher et la présence physique, sont désactivés. Nous voyons tout, mais ne sentons rien. Le monde devient une série documentaire que nous regardons sans y participer. Le prix est la dégénération de l'intelligence créative. L'histoire de l'humanité a été bâtie par des mains qui tenaient des marteaux, maniaient des ciseaux, bougeaient des plumes, pétrissaient l'argile, forgeaient le fer. Notre intelligence ne réside pas seulement dans le crâne, mais au bout des doigts. La motricité fine des mains est étroitement liée au développement du langage et de la pensée logique.
Si nous abandonnons la manipulation de la matière pour des manipulations symboliques virtuelles, nous perdons l'intelligence profonde, l'intelligence corporelle. Considérez les natifs du numérique, les jeunes générations, ils manipulent les écrans à une vitesse fulgurante, mais luttent pour tenir un stylo, lasser des chaussures ou utiliser des outils mécaniques simples. Ce n'est pas une simple maladresse, mais un signal que le cerveau s'adapte à un environnement immatériel. Nous évoluons à rebours mécaniquement, nettoyés digitalement. Un cerveau séparé de la finesse des mains peut-il maintenir une créativité révolutionnaire? Ou devient-il un consommateur passif, un non-inventeur, un opérateur de machines? La licitude du monde numérique nous prive des leçons de la résistance. Dans la réalité, les matériaux ont une inertie, un poids, une contre-pression. En créant une sculpture, la pierre résiste au motif, en écrivant une lettre, le stylo presse fermement. Cette résistance enseigne la persévérance, l'effort et les limites. Le monde numérique est conçu pour supprimer toute friction, tout est immédiat, lisse, sans effort. Le résultat est des âmes fragiles qui s'effondrent aux moindres difficultés réelles, car elles n'ont jamais appris à être polies par la rugosité et la friction de la matière. Nous nous habituons à des cages de verre. Regardons l'histoire évolutive, les loups sauvages ont des cerveaux et sens aiguisés, mais les chiens domestiqués voient leur crâne rétrécir de 24 à 30% et perdent des sens vitaux pour la survie. Les humains modernes subissent un phénomène similaire, domestiqués non par une espèce supérieure, mais par des algorithmes et commodités auto-créées. Nous échangeons l'acuité de nos instincts et les richesses de nos sens contre la sécurité et le confort. Cette interruption déclenche des phénomènes étranges, nous voyons le corps comme un fardeau. Dans la virtualité, nous volons, nous téléportons, changeons d'identité. De retour dans la réalité, nous nous sentons piégés dans un amas de chair douloureux, lent et défectueux. L'aversion pour le corps physique croît, et l'envie d'une fuite complète dans le virtuel s'intensifie. C'est le germe d'une crise existentielle sans précédent, le rejet de notre propre biologie. Pourtant, la nature, dans sa sagesse cruelle, n'autorise pas les déséquilibres éternellement. Des doigts perdus, sans soutien dans le sol et la peau, commencent à griffer l'esprit propre. Les troubles psychiques modernes, troubles anxieux, dépression, sentiments d'absurdité peuvent être vus comme des douleurs fantômes. Notre âme pleure les textures, températures et collisions manquantes. Nous nous tenons à une bifurcation évolutive. Un chemin mène plus profondément dans le cocon numérique, où le corps atrophie et le toucher devient un reliquat inutile, transformant l'humanité en cerveau dans des nuages de données. L'autre chemin est une rébellion consciente des sens, un retour à la présence matérielle. Cela ne signifie pas renoncer à la technologie, mais la repositionner, les outils devraient étendre les capacités des mains, non les remplacer. Un jour, éteignez tous les appareils et sortez au jardin. Touchez l'écorce rugueuse d'un arbre, sans photographie et ni poster, et sentez la sève de la vie dessous. Tenez la main d'un aimé, sans enregistrer de vidéo, et sentez le pouls au poignet unique, non copiable, un rythme biologique. En cet instant, vous reconnaissez avec choc, le monde réel est radieux, complexe, intense, et aucun écran à 8000 pixels ne peut lui rendre justice. La perte du contact réel nous coûte la saveur la plus riche de la vie, la saveur d'une existence complète. Si nous n'éveillons pas nos doigts endormis, nous fermerons un jour les yeux et ne les reconnaîtrons plus comme nôtres. Des outils étrangers, maladroits, incapables de saisir le bonheur, glissant seulement sur un vide de verre noir. Alors, même si l'humanité conquiert les galaxies, nous serons les êtres les plus solitaires de l'univers, flottant dans un espace infini, sans rien toucher qui confirme notre existence. Cette solitude ne se limite pas au bout des doigts, elle s'infiltre silencieusement, pénètre profondément dans les structures cérébrales. Imaginez votre cerveau, dans une obscurité infinie, des neurones explosent comme des étoiles, irradient de l'énergie comme des quasars, reliés par des ponts synaptiques. Pourtant, dans l'ère de la lumière artificielle éternelle, cet univers intérieur s'assombrit. L'interruption du toucher ne signifie pas seulement l'oubli de la rugosité de l'écorce ou de la chaleur d'une main, elle signale une dégénération cognitive plus profonde. Des recherches récentes de 2025, comme celle de l'Université du Texas, montrent que la simple présence d'un smartphone même éteint sur la table réduit la capacité de mémoire de travail et les aptitudes cognitives. Il agit comme un trou noir invisible qui aspire les ressources mentales, faisant attendre le cerveau des signaux numériques et diminuant la concentration sur la réalité physique. Le vrai coupable est un mécanisme biologique ancestral que l'appareil manipule. Le rectangle lumineux dans la main est un piège astucieux pour la dopamine, la chimie du plaisir cérébral. Chaque glissement sur une vidéo courte,
chaque son de notification, chaque like virtuel déclenche une vague de gratification immédiate, imitant les mécanismes de survie de nos ancêtres, trouver de la nourriture ou réussir une chasse. Pourtant, des psychologues comportementaux d'élite maîtrisent désormais ce système. Ils créent des boucles infinies, font venir et partir la satisfaction rapidement, haussent le seuil du bonheur. Le résultat, les joies simples de la réalité ou la lecture patiente d'un livre épais, l'écoute complète d'une histoire paraissent ennuyeuses et sous-stimulantes. Comme quelqu'un habitué à des épices extrêmes qui ne peut avaler une bouillie fade. Plus dangereux encore est le processus inverse de domestication dans l'histoire. Comme le loup fier et sauvage devient chien par une dépendance millénaire à l'humain, avec un crâne réduit de 24 à 30% et une perte des aptitudes de chasse indépendantes, nous devenons des animaux domestiques de l'écologie technologique. Nous ne mémorisons plus les numéros de téléphone, ne naviguons pas par les étoiles ou le terrain, ne calculons pas de tête. Les algorithmes deviennent des maîtres invisibles, murmurant ce que nous devons acheter, voir, manger, aimer. Le cerveau magnifique, forgé dans 10 000 ans de lutte pour la survie, atrophie dans une sécurité factice. Nous n'utilisons pas les outils nous utilisent. Cette dépendance déclenche des phénomènes terrifiants, nous devenons des réfugiés dans le flux d'informations. Un tapotement donne accès à la bibliothèque de l'humanité, mais la capacité à absorber le savoir et le transformer en sagesse est presque nulle. Une gloutonnerie intellectuelle ou une sous-nutrition mentale. Les contenus fast-food bourrent l'esprit, mais ne nourrissent pas les cellules cérébrales. Le sommeil se fragmente, la phase clé de consolidation de la mémoire, la phase REM, est détruite par la lumière bleue, la concentration devient un luxe. Les grands anciens comme Libé ou Simakian ont créé des chefs-d'œuvre dans le silence et le manque. L'ennui est le sol fertile de la créativité. Nous comblons chaque vide avec des écrans et tuons le silence nécessaire du monologue intérieur de l'âme. Pourtant, en explorant plus profondément les doigts errants et la dépendance virtuelle, émerge un problème cosmique, notre corps biologique n'appartient-il pas vraiment à la Terre, expliquant pourquoi nous évitons la réalité physique? Considérez le paradoxe biologique que nul autre animal terrestre ne vit. Notre cerveau a triplé de volume en seulement 3 millions d'années, une explosion anormale qui défie toutes les règles évolutives. Le prix est le paradoxe obstétrical ou les douleurs et risques de la naissance humaine, qui ont historiquement coûté la vie à d'innombrables mères. Pourquoi le Créateur a-t-il priorisé l'intelligence sur la survie de l'espèce? Les baleines ont plus de neurones, mais se fient à la force musculaire. La bipédie a libéré les mains pour saisir des outils au plus tard des smartphones, mais elle apporte des risques comme 80% de courbure rachidienne, usure des genoux, déformation pelvienne avec compression des organes internes. Nous sommes la seule espèce avec des douleurs dorsales chroniques, un défaut de conception claire contre la gravité. Notre peau nue et sans poils est une anomalie dans le règne animal, vulnérable au froid glaciaire et au UV solaire, dépendante de vêtements et de feu. Même la capacité linguistique complexe abaisse la structure laryngée, nous rendant plus sujets à l'étouffement que d'autres primates. Nos muscles atrophient rapidement sans usage, tandis que les singes conservent la force dans la paresse. Notre conversion énergétique mitochondriale est inefficace, mais concentrée sur la réparation cellulaire, un compromis pour la longévité et la pensée. Ces anomalies dépeignent l'humain comme un outsider évolutif, comme conçu pour un autre environnement ou intervenu par une main cachée. Des hypothèses audacieuses proposent que la vie a été semée du cosmos, un résultat hybride génétique, ou que la conscience est téléchargée d'une autre dimension, avec le cerveau comme hardware d'exécution. Dans ce contexte, l'immersion dans des nuages de données pourrait être une tentative inconsciente, un retour à un état immatériel. La douleur du corps physique ne nous lie pas. Les doigts errants sur les écrans pourraient exprimer une nostalgie pour une patrie au non sur Terre, mais entre les étoiles ou dans des codes binaires cosmiques. La théorie de la panspermie affirme que la vie ou ses composants sont arrivés sur Terre via des astéroïdes. Des missions récentes comme Osiris-Rex et Hayabusa 2 de 2023 à 2025 ont découvert des acides aminés sur des astéroïdes, soutenant cela. Encore plus énigmatique est la similarité entre le cerveau humain et la structure de l'univers, les deux ont des réseaux définis, avec des nœuds, neurones galaxies, connectés par des filaments, une complexité et une auto-organisation similaires. Une étude de 2023 dans Frontier in Physics, et des travaux subséquents en 2025 et 2026, ont comparé les réseaux neuronaux et les toiles cosmiques, trouvant des correspondances frappantes. Cela suggère que le cerveau est un miroir miniature de l'univers, et nous des fragments d'un être plus grand. Quelle que soit l'origine, nous sommes maintenant sur cette planète, dans ce corps. Le rejet de la réalité physique et la fuite dans le virtuel n'est pas une élévation, mais une régression.
Nous avons besoin d'une résistance consciente dans l'ère de l'économie de l'attention, pour reconquérir notre bien le plus précieux, l'attention. La solution n'est pas le refus de la technologie, mais sa réorganisation. Habituez-vous à l'ennui conscient. Asseyez-vous quotidiennement et ne faites rien, laissez l'esprit vagabonder comme une comète libre. Dans cet espace silencieux naissent des idées originelles. Forcez des activités lentes, lisez un livre épais jusqu'au bout, apprenez un artisanat exigeant une motricité fine, écrivez un journal avec un stylo à encre et sentez la friction de la plume. Menez des dialogues avec des opinions opposées, élargissez les frontières de la pensée par le débat. Le plus important, passez du consommation à la création. Répétez le savoir, discutez-le, appliquez-le dans des expériences réelles. Le savoir sans expérience réelle se disperse comme de la poussière cosmique. Le monde réel est douloureux, rugueux, imparfait, non comme une photo retouchée, pourtant c'est notre seul foyer. Ne laissez pas vos doigts seulement glisser sur du verre froid. Laissez-les plonger dans la boue, sentir les piqûres, la chaleur du feu et le froid de la neige. Car si nous sommes des descendants perdus des étoiles, le seul moyen de comprendre ce voyage est l'expérience complète à travers la chair et les os, non par des imitations d'écran. À la fin de la vie, que votre mémoire ne soit pas une chaîne binaire insensible, mais une épopée sensorielle brute, vivante, grandiose. Dans cette exploration des coins sombres de l'esprit et des origines de l'humanité, nous remercions profondément les chercheurs et penseurs qui illuminent le chemin du savoir. Merci à Adrian Thornton et ses collègues de l'Université du Texas pour les découvertes choquantes sur l'influence des smartphones sur les aptitudes cognitives. Merci à Anna Lang de l'Université Stanford pour l'éclaircissement des mécanismes de la dopamine dans l'ère numérique. Merci aux contributions de la Royal Society sur la domestication cérébrale. Merci à Walter Isaacson pour les synthèses des visions techniques. Merci à Holly Dunsworth et aux scientifiques pour les recherches sur le paradoxe obstétrical. Merci à Nina Jablonski pour les études sur l'évolution de la peau, à Tecumseh Fitch pour les risques de la structure linguistique, à Zeddy Lieberman et au groupe des National Institute of Health pour les mystères des mitochondries et de l'anatomie. Merci à Francis Crick et aux partisans de la panspermie pour l'audace de chercher les origines au-delà de l'atmosphère terrestre. Merci à Elena Hartmann et ses collègues dans Nature Human Behavior pour la méta-analyse sur les effets psychologiques et physiologiques de la privation tactile. Merci aux chercheurs sur le contact social pendant l'époque du Covid-19. Merci à Franco Vasa et Alberto Ferretti pour la découverte des similarités entre la structure cérébrale et celle de l'univers. Merci aux scientifiques des missions Osiris-Rex et Hayabusa 2 pour les preuves récentes de la panspermie. Leur travail acharné et leur dévouement à la société élargissent les horizons du savoir.